Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Damien Canivaz est avec moi aujourd'hui, ça va Damien? Quelle annonce, j'ai l'impression d'être Sharon Stone. Vous êtes pas en week-end hein, Ah non, pas encore. J'aurais dû poser un RTT, mais je l'ai pas. Ça va venir, évidemment. Des gens importants aujourd'hui. Puisqu'on est vendredi et vous a gardé la cerise sur le gâteau, notre journaliste invité est très engagé et sur de nombreux fronts. Après des débuts à Radio France, il a intégré Canal+ et sa chaîne d'info iTélé avant d'être repéré par le groupe TF1 en 2006, devenu le joker du 20h, puis présentateur de 7 à 8 en duo, puis en solo. Il est également producteur, réalisateur, écrivain, auteur, bref, c'est un professionnel complet qui remporterait haut la main le décathlon du journalisme si un jour ce sport était au JO. Ça va, Harry Roselmack? Ça va très bien, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous voir dimanche 28 septembre, c'est dans 48 heures. Mine de rien, c'est le lancement de la chaîne YouTube Press Room, créée par la journaliste et réalisatrice Esther Goldman, une chaîne consacrée aux coulisses de l'information, aux reporters de terrain, avec des entretiens très forts, hein, comme on le voit ici sur cette bande-annonce. Et vous avez accepté d'être le parrain de Press Room, Harry. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous connaissiez déjà Esther avant? Racontez-nous un peu la genèse. Oui, je connais Esther depuis... quelques années, je ne vais pas dire combien de temps, par égard pour elle, pas pour moi. Pas pour vous, évidemment, qui êtes très jeune. Mais... Exactement. C'est ça. Et non, on se connaît depuis longtemps parce que Esther est reporter et qu'on a fréquenté la même rédaction, en l'occurrence celle d'Éléphant et compagnie, depuis un petit moment. Qui produit 7 à 8. Maintenant, bientôt 20 ans que vous présentez. L'an prochain, ça fera 20 ans. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, je connais Esther depuis ce temps-là. Et vous avez dit oui tout de suite? Évidemment. Évidemment, et je pense que ça m'a même été un honneur pour moi parce que, pour moi, cette initiative, elle est importante pour notre métier, pour notre profession, parce que l'image que l'opinion publique a de la profession de journaliste est de plus en plus challengée, critiquée. Depuis les Gilets jaunes, on l'a vu, hein, il y a une défiance terrible du et on l'a vécu public, à la rédaction de 7 à 8, puisque lors des manifestations de Gilets jaunes, il a fallu que nos reporters soient accompagnés par des gens pour encadrer, Ce qui est encore le cas, effectivement, des journalistes de BFM, CNews ou LCI sont encadrés. Hein. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable, parce que le métier qu'on fait à la base et à sa base, c'est un métier d'intérêt général. On va parler de service public. Former le grand public. Pas ici. Non, mais d'intérêt général, vous avez raison, c'est le bon mot. Et donc, d'être perçus comme des agents, comme des gens qui défendons un intérêt qui n'est pas général, c'est quelque chose qui doit être corrigé, et je pense que cette initiative, Press Room, c'est quelque chose qui va participer à corriger cette image-là. Et en quoi votre rôle de parrain va-t-il consister? Est-ce que vous allez intervenir à l'avenir d'une manière ou d'une autre sur cette chaîne? Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que j'accompagne son développement, son exposition, de faire ce que la promo, le super VRP. Faire la promo, exactement. Et Esther, qui est pas loin. Oui, exactement. Elle est avec nous en coulisses. Voilà, c'est vraiment elle qui tient les rênes de l'éditorial de cette chaîne. Alors on va en parler évidemment et on va rentrer dans le détail de cette chaîne de Press Room qui arrivera sur YouTube dès dimanche. On parlera également de ses contenus, on parlera aussi un peu de 7 à 8 de TF1. Ce sera juste après les news médias avec Damien Canivaz. Et on commence ces infomédias, Damien, avec l'interview, la première interview depuis la rentrée de Léa Salamé, c'est dans le magazine Elle. Oui, c'est vrai que c'est un entretien qui était très attendu au regard des critiques qui s'abattent actuellement sur Léa Salamé depuis qu'elle a repris, vous savez, les rênes du 20h de France 2. Alors la CGT de France Télévisions avait par exemple qualifié le JT de pitoyable et de réactionnaire en raison du traitement éditorial du mouvement Bloquons tout. Quelques jours plus tard, un froid glacial avait envahi le plateau du JT. Souvenez-vous, c'était à l'occasion de l'entretien de Marion Cotillard lorsque Léa Salamé s'est intéressée à sa séparation avec l'acteur Guillaume Canet. Quant aux audiences, elles sont aussi très commentées. C'est vrai, le 22 septembre dernier, le journal est tombé à 16,2% de part d'audience, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis la rentrée. Alors Léa Salamé, dans cet entretien, reconnaît que l'exercice n'est pas forcément évident. Je la cite, « Je pense que je charrie quelque chose à la fois physiquement et dans ma personnalité, quelque chose qui pouvait déstabiliser les téléspectateurs. » Mais la journaliste l'assure aussi, elle a l'ambition de s'adresser au public le plus large possible. Et j'ajoute également que Delphine Ernotte lui a réitéré sa confiance. Elle était ce matin au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Alors, vous avez présenté le 20h, Harry. C'est une question très simple. Vous auriez posé une question à Marion Cotillard sur sa vie privée, son divorce avec Guillaume Canet ou pas? Non, je ne l'aurais pas fait parce que ce n'est pas le lieu de ce genre de questions et de ce genre de confession de la part de l'invité. Voilà, le JT, c'est un exercice particulier et quel que soit le talent de celui qui l'incarne, il est quand même contraint par l'exercice.
L'Institut... Oh là, le côté institutionnel du JT. Là. JT, exactement. Oui, les gens qui regardent le JT, ils ont une attente. Ouais. Et l'attente qu'ils ont, c'est pas de savoir si Marion Cotillard va bien, c'est de connaître son actualité éventuellement. Bien sûr. Et donc voilà, c'est de l'apprentissage. Et c'est quand une journaliste est aussi identifiée que Léa Salamé, avec encore une fois tout le talent qu'elle peut avoir, toute la personnalité qu'elle peut avoir, et quand on la met dans un exercice comme le 20h, bon, il peut y avoir quelques ajustements à faire. Elle l'aurait fait dans son talk-show. Quelle époque, ça vous aurait pas choqué? Pas du tout. Oui, d'accord. Là, c'était l'endroit. Non, je pense que c'est juste une question d'endroit. D'endroit, oui. Et de moment pour le faire. Et ça ne remet absolument pas en cause ses qualités et sa capacité à le faire. Il faut juste qu'elle se mette bien dans l'exercice, qu'elle en comprenne les limites, et puis voilà. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il faut casser un peu les codes lors des journaux télévisés? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes abreuvés d'informations, notamment avec les chaînes d'information en continu. À l'époque, c'est vrai que c'était un moment très solennel, le JT. C'était le seul moment où les téléspectateurs pouvaient avoir véritablement une information fiable à une heure de grande écoute. Aujourd'hui, c'est vrai que l'information est partout. Est-ce qu'il ne faut pas aussi le remoderniser un peu plus et casser un peu les codes? Le JT, il a beaucoup évolué depuis quelques années. On s'est évidemment rendu compte que les gens n'apprenaient plus les choses au JT, ils sont déjà au courant de ce qui se passe, et le JT est devenu un espace d'éclairage, de commentaires parfois, mais je pense qu'il doit rester un exercice relativement formel. On a besoin de repères dans le monde d'aujourd'hui où il y a de l'information partout, et où il y a des choses qui ressemblent à de l'information et qui n'en sont pas. On a besoin d'avoir des repères où on se dit « ça c'est une info », la plus crédible possible, en sachant que la vérité journalistique, elle a des limites évidemment, mais je pense qu'il faut garder des rendez-vous un peu statutaires, des repères statutaires, et que l'objectif du journal, c'est pas forcément de faire rire les gens ou de les amener sur un terrain qui est celui du divertissement. Ça doit être un repère dans la journée où on se dit « j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur mon téléphone plein de choses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» Au journal, je dois avoir la confirmation de ce que j'ai pu voir ou l'infirmation de ce que j'ai pu voir. Oui, puis il y a toujours une grosse audience, ça reste un carrefour d'audience assez fort. Est-ce que ça passera, donc là vous parliez du fond, éventuellement des changements de forme? Vous avez été un des premiers issus d'une minorité à présenter un JT, maintenant les présentateurs le font debout, très souvent, sur TF1 ailleurs. Sur la forme, vous êtes d'accord? Là, ça peut changer évidemment, se moderniser. Sur le rythme, sur la durée des reportages, on a aujourd'hui des reportages, parce que justement on est dans le commentaire, on est dans l'incarnation, qui sont un peu plus longs par rapport à ce qu'on peut voir sur les chaînes info, par rapport à ce qu'on peut avoir sur son smartphone, sur son ordinateur. Clair, donc la forme, elle peut changer, mais l'ambition, elle doit rester la même. On continue ces news médias, Damien, avec une levée de bouclier. C'est du côté d'RMC cette fois-ci. Oui, je vous ai parlé de la CGT de France Télévisions il y a quelques instants. Oui, il y en a partout. Je vais parler de la CGT d'RMC, n'est-ce pas? La CGT de CMA. Vous semblez le regretter. Non, je dis il y en a partout. Même au Figaro, il y en a. Vous parliez du cœur. Oui, vous parliez de ça. C'est le cœur qui parlait là. Cette organisation, donc la CGT de CMA Média, ainsi que le syndicat national des journalistes, réclament l'éviction de plusieurs chroniqueurs qui ont tenu des propos jugés problématiques à l'antenne. Alors, le titre du communiqué publié cette semaine est sans équivoque: un racisme, mise en danger de nos collègues. À quand de vraies sanctions pour les chroniqueurs d'RMC? Point d'interrogation. Alors, dans leur viseur, Juliette Briens, dans un premier temps, c'est la journaliste Le L'Incorrect, vous savez, qui était à l'origine de la polémique Legrand-Cohen en publiant les vidéos de cette rencontre dans un bistrot parisien. C'était donc celle qui l'avait. Et puis en même temps, elle a caricaturé aussi, on s'en souvient, le journaliste de C'est à vous, donc Patrick Cohen, en lui attribuant un accent étranger sur les réseaux sociaux. Elle a été suspendue brièvement avant de revenir sur les ondes d'RMC. Antoine Diers également, alors lui, membre des Grandes Gueules, cette fois-ci, s'est exprimé sur la mort du streamer Jean Pormanov, c'était le 20 août dernier. Il analysait ce décès par le prisme, je le cite, de la culture maghrébine de l'humiliation et a appelé à reciviliser ceux influencés par une culture racaille. Voilà ce qu'il avait déclaré. Et enfin, Barbara Lefebvre, intervenante elle également dans les Grandes Gueules et dans le viseur des syndicats, puisqu'elle a suscité plusieurs polémiques sur le passé au sujet de beaucoup de thèmes d'actualité, notamment le conflit entre Israël et Gaza. Alors, je veux votre avis sur ces personnes en particulier, mais est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment, c'est drôle parce qu'on en parlait un peu en coulisses avant, que cette parole publique et médiatique, notamment dans l'audiovisuel, a tendance à se décomplexer de plus en plus? C'est le constat que vous faites aussi, Harry? Oui, très clairement. Ce journalisme, ou cette expression, parce qu'il n'y a pas que des journalistes là qui sont... C'est des chroniqueurs, la plupart. Et qui sont d'ailleurs, Barbara Lefebvre, je crois, est enseignante. Antoine Diers, il est chef d'entreprise. Voilà, exactement. Mais cette société médiatique du commentaire et de l'analyse, qui concerne parfois des journalistes qui commentent l'actualité, mais aussi des gens qui sont des chroniqueurs, la société civile. Ça ouvre la porte à tous ces dérapages, parce qu'effectivement, ce qui domine aujourd'hui, ce ne sont plus les faits. Nous, c'est ce qu'on va
tenté de réhabiliter avec Press Room, exact, on va ce en sont parler, plus oui. les faits, ce sont les opinions. Et donc, à partir du moment où on exprime ses opinions, on a la liberté d'opinion, mais elle est contrainte par la liberté d'expression publique. Bah, tout ça aussi, c'est des ajustements à faire. Les gens se lâchent, disent ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, on légitime le fait d'exprimer publiquement ce qu'on pense. Bah, voilà, on arrive à des choses qui sont de l'expression raciste, xénophobe et problématique, effectivement. Problématique, effectivement. Donc, il faut des gendarmes. C'est le rôle de l'Arcom, a priori, hein, mais il faut un gendarme qui ou des présentateurs des émissions aussi, éventuellement. Alors, les présentateurs, effectivement, ils ont une responsabilité. C'est-à-dire, à un moment où ça déborde, attention, on se calme, là, on va trop loin. Et ça complexifie effectivement le rôle de l'incarnant et du présentateur. C'est fini, Damien, pour les news. On aura d'autres, évidemment, dès lundi. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Harry Roselmack. Press Room, c'est le nom du nouveau média digital de la journaliste Esther Goldman qui sera lancé dimanche sur la plateforme YouTube, une chaîne qui dévoile les dessous des grands reportages, des grandes enquêtes de terrain, qui met en avant celles et ceux, on va le voir dans ce reportage, qui risquent leur vie, parfois, il faut le dire, pour nous informer. Une chaîne dont vous êtes le parrain, Harry. Alors, pour revenir, vous nous avez expliqué les raisons de votre engagement. L'objectif de ce média, qu'est-ce que c'est au final? C'est informer les gens sur le journalisme de terrain, leur expliquer les risques qui sont encourus, encourager, je ne sais pas moi, l'engagement journalistique, ou un peu tout ça d'ailleurs, c'est ça? Oui, c'est de repositionner l'image du journaliste sur ce qu'il est à la base et dire aux gens que l'information, c'est pas facile en fait. On peut avoir l'impression aujourd'hui, parce que, et il y a des aspects positifs à ça, aujourd'hui, avant, parler devant une audience de plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions parfois de personnes, c'était réservé qu'aux gens qui étaient soit à la radio, soit à la télé. Maintenant, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, et plein de gens qui parlent à des milliers de personnes. Et on peut avoir l'impression que le fait de parler à des milliers de personnes, ça vous donne le droit de faire de l'info, et que l'info, c'est quelque chose qui est finalement à la portée de tout le monde. Non, l'information, en tout cas, au sens de traitement journalistique d'un fait ou d'une déclaration, c'est l'affaire de professionnels qui sont formés, qui ont des méthodes, qui ont une éthique et qui s'engagent sur le terrain pour aller au contact de ces faits, de ces déclarations qu'ils vont ensuite rapporter. Et c'est cette base du métier de journaliste qu'on veut mettre en avant chez Press Room, parce que, à force de voir des journalistes et des non-journalistes faire du commentaire, faire même de la présentation, parce que maintenant qu'il y a des chaînes info, il y a beaucoup plus de présentateurs qu'avant. Avant, les présentateurs, ils se comptaient sur les doigts des deux mains. Maintenant, il y a plein de présentateurs, il y a plein de commentateurs, et dans l'esprit notamment des plus jeunes qui n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé avant, un journaliste, c'est quelqu'un qui est assis sur un plateau et qui commente l'actualité. Non, un journaliste à la base... Alors évidemment, ce sont des journalistes, et il en faut. Il y a les deux, il y a du plateau, il y a du terrain, bien sûr. Il y a du terrain, c'est hyper important. Vous, à la rédaction du Figaro, vous avez à la base de ce journal des reporters qui couvrent d'ailleurs très bien l'actualité internationale. Et il faut remettre ces gens-là en avant, parce qu'on les oublie. Et on a l'impression qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui donne son avis. Mais même Anne-Claire Coudray, qui présente le JT du week-end, a été reporter de terrain et vient du terrain. Voilà, Gilles Boulot l'a fait aussi, vous l'avez fait. Il y a beaucoup, je l'ai fait, et pour partager un petit peu, parce que c'est aussi ça, Press Room, c'est raconter aux gens ce que nous on vit, des aventures que souvent on raconte à la maison à nos familles et qui sont assez scotchées, avec parfois des choses qui sont même plus fortes que ce qu'on montre finalement à l'antenne, parce qu'on ne raconte pas la façon dont ce qu'on a vécu sur le terrain. Des séries presque. Mais ce sont des aventures incroyables. Eh bien, les souvenirs, et il faudrait poser la question à Anne-Claire, mais les souvenirs, moi, les plus forts que j'ai dans l'exercice de mon métier, c'est ce que j'ai vécu avec des gens. Alors j'ai présenté le 20h, j'ai fait des trucs super et qui m'ont marqué, mais moi, ce qui me reste mes souvenirs à la fin, mes souvenirs les plus forts, c'est ce que j'ai vécu sur le terrain avec les gens. Et donc ça, il faut se rappeler que c'est la base quand même du métier. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que vous n'êtes pas présentateur de JT au quotidien, c'est parce que vous avez cet amour du terrain et sinon vous seriez beaucoup trop frustré? Je dirais pas ça, mais c'est vrai que j'ai le recul, en tout cas. Pour moi, présenter le journal, ça a été une belle et grande responsabilité, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de ce que je veux faire. Moi, ce qui compte le plus, dans ce que j'ai fait, ce qui compte le plus, en vérité, si je dois faire un bilan, j'espère pas de fin, mais un bilan de parcours. Mi-parcours, c'est pas vous faire offenser de dire ça. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ce qui me reste de plus fort, ce sont les immersions que j'ai faites,
où j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie, où je suis allé dans des pays comme l'Afghanistan où je serais jamais allé en vacances, sans raison professionnelle. Et les gens que j'ai rencontrés, les moments que j'ai partagés, les immersions sur la fin de vie, on a accompagné des gens qui étaient en fin de vie, les immersions avec le monde paysan, avec les SDF, avec des gens qui vivent des choses hyper fortes, c'est ce qui me restera de plus fort à la fin. Est-ce que Press Room, justement, cette nouvelle chaîne YouTube qui arrivera dimanche, c'est aussi l'occasion de se recentrer sur les faits, sur le récit de ces faits, à l'heure où, il faut le dire, évidemment, la désinformation règne et les réseaux sociaux propagent des fake news en boucle, hein. Exactement. Ouais. C'est effectivement très important de revenir aux faits, au réel. Parce que le réel, c'est l'accroche qui est la moins discutable. Le journaliste, le journaliste reporter, il met sa couche de traitement sur le réel, mais il n'est pas censé transformer ou déformer le réel. Ensuite, à partir des reportages, il y a des gens qui commentent. Ceux qui le font bien, bah, ils ont ce souci du réel. Ouais. Ceux qui le font mal, ils s'éloignent du réel sans aucune difficulté. Bien sûr, oui. Et donc cette première étape du traitement journalistique, celle qui est à la base, elle doit être valorisée. Et c'est le but de Press Room. C'est vrai que Delphine Ernotte, notamment, qui était encore ce matin, je le rappelle, au micro d'RTL face à Marc-Olivier Fogiel, a déclaré que certaines chaînes d'information étaient très marquées politiquement. Elle considère par exemple que CNews est une chaîne d'extrême droite. Est-ce que vous partagez aussi cette opinion selon laquelle aujourd'hui il existe des chaînes d'opinion telles que CNews qui se sont éloignées, selon Delphine Ernotte en tout cas, de l'information? Vous y avez travaillé en plus oui, alors CNews, à iTélé, à l'époque, avant que ce soit racheté par Bolloré, effectivement. Et vous avez vu un changement, j'imagine? Oui, j'ai vu un changement. Mais encore une fois, je crois que c'est l'évolution de notre société. On est aujourd'hui dans une société d'opinion, beaucoup plus que dans une société d'information factuelle. Et les médias, ils accompagnent. Alors, est-ce qu'ils précèdent? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense plus qu'ils accompagnent ces évolutions-là. Et de fait, oui, CNews est aujourd'hui un média d'opinion qui se revendiquent, je ne sais pas, je ne parlerai pas à leur place, mais en tout cas qui ne s'en cachent pas, je n'ai pas l'impression en tout cas, qu'ils renient quoi que ce soit de leur ligne. Et pour moi, ce n'est pas un problème en soi, à partir de deux choses, à partir du moment où c'est assumé, et où donc il y a une grille de lecture. Quand vous regardez CNews, vous savez quels médias vous regardez et quelle est leur grille de lecture des faits de société, de l'actualité. Vous avez une télécommande, vous. Et vous avez une télécommande, et donc ça arrive à la deuxième nécessité, c'est la pluralité. Ouais. Il faut que je puisse avoir un CNews, mais il faut aussi que je puisse avoir une chaîne qui va défendre des convictions opposées à celles de CNews, ou qu'il y aura une grille de lecture opposée à celle de CNews. Et il faut aussi, surtout, que je continue à avoir des médias généralistes, des médias qui n'ont pas de vocation à mettre en avant, à faire passer des idées ou une vision de la société. TF1, France 2, France 3, M6, Le Monde, Le Parisien, dont j'espère qu'il restera un média généraliste avec la perspective qu'on entend de rachat. Peut-être LVMH voudrait le revendre. Voilà. Effectivement. Il faut qu'on garde des médias généralistes, c'est hyper important. Mais comment expliquez-vous parfois que l'opinion prenne le pas sur l'information? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de moyens financiers, très clairement? Parce que ça coûte moins cher aujourd'hui de mettre 3 personnes autour d'une table pour débattre que d'aller faire de l'information à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, quand on sait que France Télévisions doit faire des économies, on peut aussi imaginer que l'information sera peut-être un peu moins présente ou peut-être de moins bonne qualité sur les antennes de service public. Évidemment, un magazine comme 7 à 8 coûte beaucoup plus cher qu'un talk-show, parce que envoyer des reporters en mission, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde, le montage, le temps d'enquête, il y a un temps qui est un temps caché, que les gens ne voient pas, qui est extrêmement long pour faire un reportage 7 à 8. Alors, on a eu des cas où on a réussi à faire, même un magazine entier, c'était les attentats du 13 novembre, on a réussi en 2 jours à sortir 1h30 de magazine, c'était vraiment exceptionnel. Mais en moyenne, un reportage 7 à 8 entre la phase d'enquête et le moment où il est diffusé... Plusieurs mois, ça met plusieurs semaines. Des semaines. Et donc, c'est des semaines en temps caché qui coûtent de l'argent. Et ça, c'est vrai que c'est une donnée. YouTube, on le voit aujourd'hui, est extrêmement regardé. Le nombre de millions de vues, de centaines de millions de vues par jour, ne serait-ce qu'en France. Est-ce que vous pensez que ce genre de plateforme de streaming comme YouTube prend un peu le pas aujourd'hui sur la télé linéaire? C'est aussi pour ça que Press Room se lance, c'est aussi pour ça que Christina Cordula, notre invité d'hier, lance sa chaîne YouTube également, dimanche, en même temps d'ailleurs. Vous pensez que ces plateformes-là, plus les autres, Netflix, Amazon, Disney, va prendre le pas sur la télé linéaire ou pas? C'est la tendance. Ouais. C'est la tendance, donc c'est pas du tout déraisonnable de penser que ce sera le cas. Et que la télé linéaire
peut disparaître à terme ou qu'elle existera toujours selon vous? C'est dur à dire aujourd'hui. C'est dur à dire. Moi, je ne suis pas c'est spécialiste de difficile, ces questions-là, mais je regarde mes enfants. Ils ne regardent jamais la télé ordinaire. Ils regardent le replay parfois de la télé. Mais ils ne regardent pas Capitaine Marlowe sur France 3. Non, mais l'attaque gratuite, Damien, c'est moche. Ce qu'il y a de marquant et ce qui favorise aussi ces émissions d'opinion, c'est qu'aujourd'hui, le spectateur, il a le contrôle. C'est-à-dire que il a le contrôle et il estime, il donne du crédit à ce qui correspond à ce qu'il croit. Et ça, c'est très dangereux parce que moi, je trouve que l'une des grandes forces de la télé, et l'une des grandes forces de 7 à 8, pour prendre un exemple que je connais bien, c'est de vous amener sur des territoires que vous n'auriez pas choisis spontanément, vous, de vous faire réfléchir d'une façon un peu différente de votre réflexion, et ça enrichit tout ça. C'est de l'enrichissement. Et aujourd'hui, la consommation de contenu audiovisuel, c'est beaucoup de la fermeture, parce qu'on ne va que sur des terrains que l'on connaît, que l'on apprécie, et vers des gens qui pensent la même chose que nous. Et ça réduit, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors évidemment, sur YouTube, il y a beaucoup de possibilités, et notamment Christina Cordula, qui lance sa chaîne dimanche, en même temps que Press Room, et qui était notre invitée hier. Elle avait une question à vous poser, Harry. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre après. Bonjour Harry, j'espère que vous allez bien. Alors, on ne se connaît pas, mais quand je regarde, je vous trouve vraiment quelqu'un de discret et très élégant. Et je voudrais savoir, est-ce que vous viendrez sur ma chaîne YouTube, dans mon podcast qui s'appelle L'habit fait les moines? Est-ce que vous viendrez si je vous invite? Alors, je vous explique ce que c'est. Pour vous aider dans votre décision, j'ajoute que Christina Cordula a dit qu'elle vous trouvait très classe, très élégant, très bien habillé. Voilà, je remarque qu'on portait les mêmes couleurs en plus. Oui, exactement. Voilà. Et son podcast, adoubé par la papesse. Et son podcast, L'habit fait le moine, sur sa chaîne YouTube, est un podcast dans lequel les gens viennent parler évidemment de mode, d'habits, de vêtements, puisque c'est la spécialité de Christina Cordula, mais en parlant de ce que ça représente, de l'image, de ce qui véhicule. Un truc assez fort là-dessus. Voilà. L'habit fait le moine, est-ce que oui, ça le fait? Donc est-ce que vous irez? Alors moi, je souhaite bonne chance à Christina et à son podcast, même s'il démarre le même jour que nous. C'est vrai. Tous les deux démarrer. Il y a plein de choses sur YouTube, évidemment, vous allez démarrer fort. Après, alors sur le fond, moi je pense pas que l'habit fasse le moine, justement. Donc je ne sais pas si je serai un bon invité pour elle. Parce que je pense justement que moi, dans ma vocation de journaliste, ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir ce que je dis, c'est le monde intérieur des gens et pas leur paysage. Le paysage, c'est ce à quoi vous êtes, ce que vous êtes habillé en Thierry Ardisson aujourd'hui. Voilà, par exemple. L'homme en noir. Mais je suis très différent de Thierry, qui avait des qualités que je n'ai pas. J'ai peut-être des qualités qu'il n'avait pas. Et certains jours, vous avez d'autres couleurs. En fait, ça dépend. Et donc, non, moi, je suis pas. Alors, j'aime bien. Enfin, je pense avoir un peu de goût. J'essaye de ne pas m'habiller n'importe comment. Mais par exemple, je suis pas les marques ne m'intéressent pas. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui va rechercher les marques. J'ai quelques vêtements de marque, mais la plupart des vêtements, je ne peux pas citer de nom là. Non, mais je vais les acheter dans un magasin qui fait des fringues généralistes. Et ce que j'aime dans ce magasin, c'est que je trouve, en un seul endroit, plein de choses qui me plaisent. D'accord. Sinon, il faut aller faire plein de magasins différents. C'est un peu moins mon délire. On va voir le sel. Mais japonais, on en parlera avec Christina. et si je peux venir, ce sera avec plaisir. Mais bon. On en parlera. Bah oui, là, on va parler un peu de télé quand même, avec 7 à 8, chaque dimanche sur TF1 de 17h20 à 20h. Et 7 à 8 live également, 7 à 8 tout court d'ailleurs. 7 à 8 live de 17 à 18h30 et 7 à 8 de 18h30 à 20h, 19h. C'est vrai que votre longévité est presque record à la tête de ce rendez-vous. Ça fait 20 ans, je crois. Ça va faire 20 ans bientôt. 20 ans bientôt, Aucune lassitude pour vous? Non, pas aucune lassitude parce que. Alors, c'est quelque chose qui. Les audiences restent bonnes, les audiences restent bonnes. Alors, ça joue aussi quand même dans la santé mentale. Vous êtes entre 20 et 25% de part d'audience, à peu près. C'est sûr que quand on travaille sous la pression de l'audience, c'est très compliqué. Et à TF1, il y a une pression d'audience. Oui, mais partout, à France Télévisions aussi, évidemment. Donc, non, pas de lassitude, parce que, c'est quelque chose qui ne me prend pas énormément de temps aujourd'hui dans la semaine. Je fais plein d'autres choses. Donc, je ne suis pas, depuis 20 ans, à faire que la même chose. Je ne pourrais pas. Ça, c'est pas du tout ma façon de voir la vie. Ça n'engorge pas plus que ça, votre agenda. Non. Et j'ai toujours, chaque semaine, quand je vais voir les reportages quand ils sont terminés ou quand je vais en salle de montage, je suis toujours embarqué par les sujets. Et ça correspond à mon rôle d'ambassadeur de Press Room, une grande admiration pour les reporters, alors qu'ils soient de 7 à 8 ou autres, mais en particulier de 7 à 8 que je connais, qui me racontent aussi ce qu'ils vivent en tournage. Et moi, j'ai toujours vécu
mais vraiment, hein, sincèrement, mon rôle de présentateur comme étant au service du reportage. J'ai jamais considéré que le rendez-vous... J'ai conscience que 7 à 8, la force 7 à 8, c'est d'abord ces reportages. Sans les reportages, il n'y a pas de magazine, ça n'existe pas. Alors moi, tu as dit tout à l'heure en me présentant la cerise sur le gâteau, c'est un peu plus compliqué que ça. J'incarne, j'enrobe, je mets en contexte. Mais l'essentiel, ce sont les reportages. Et tant que je suis embarqué par ces reportages, je suis fier de ces reportages, parce que moi j'aime les gens et qu'on raconte les choses de façon toujours très incarnée, au plus près des gens, je n'aurais pas de lassitude. Et alors effectivement, on se demande comment on renouvelle sans cesse une émission hebdomadaire avec des reportages, mais c'est vrai que ça fait 20 ans, vous l'avez dit, et que le monde a beaucoup changé en 20 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Harry, depuis 20 ans? C'est les changements, on parle de quoi? De l'économie, du monde, des relations, des tensions, du sociétal en vérité, non? C'est pas ça qui a le plus changé en 20 ans? Oui, c'est le sociétal. Moi, j'ai un prisme très sociétal dans ce que je fais. D'ailleurs, aujourd'hui, dans mes activités à côté de 7 à 8, j'écris de la philosophie, de la métaphysique. J'ai publié 2 essais métaphysiques et je suis en train de travailler sur un troisième. D'en faire un autre, Et donc, moi, je dis ça parce que vous aviez aussi écrit Espérance banlieue, un nouveau modèle pour lutter contre notamment les tensions communautaires. Et aujourd'hui, c'était il y a 10 ans, je crois, que vous aviez publié ça avec Éric Mestralet. Et aujourd'hui, les tensions communautaires, elles sont énormes, quoi. Énorme. C'est l'une des choses qui a le plus changé, à mon sens, c'est l'archipélisation de la société française, celle dans laquelle je vis. Je prends souvent cet exemple. Moi, quand j'étais jeune dans les rues de Tours, que je me baladais dans les rues de Tours, s'il y avait un autre noir qui passait dans la rue, que ce soit sur le trottoir d'en face ou même en face de moi, je le voyais, mais je ne le regardais pas. On n'avait pas de eye contact, les jeunes disent. On n'avait pas de... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, que je vois un noir, je sais qu'il va me regarder et je vais le regarder. Et derrière ce regard, il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. Et ça, je pense que c'est légitime, parce que les gens qui se comportent comme ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des traitements un peu communs, parce que soit ils sont noirs, soit ils sont femmes, soit ils sont homos, soit ils sont ci, soit ils sont ça. Néanmoins, c'est dommage. Et moi, et la métaphysique, le travail de la métaphysique, c'est justement d'aller rechercher à nouveau le commun, le plus général qui soit, l'intérêt le plus général qui soit. Et donc, c'est ce travail-là que j'essaye de porter. Merci Harry, désolé, on dépasse juste le temps. Évidemment, il reviendrait pour la métaphysique, ça m'intéresse beaucoup. On vous retrouve dès dimanche, en tout cas, sur la chaîne YouTube, évidemment Presse Room. On ne le ratera pas, vous serez d'ailleurs en entretien là-dessus. Et nous, on revient samedi. Non, moi je reviens pas samedi, je reviens lundi, moi. Je reviens lundi. Allez, c'est vendu, lundi, avec Antoine Decaune qui sera là. D'ici là, passez un bon week-end et merci de votre fidélité.